Dites-moi, peut-on vraiment régler la question de notre propre mort par un simple vote à main levée, comme s'il s'agissait de voter le budget de réfection des pistes cyclables? Le 15 juillet 2026, l'Assemblée nationale française a franchi ce pas vertigineux en adoptant définitivement la loi sur la fin de vie, légalisant ainsi l'euthanasie. Mais derrière les chiffres officiels et les sourires de circonstance, ce vote révèle une fracture éthique et politique d'une violence rare. Une fracture qui pose une question presque insoutenable. Sommes-nous en train de libérer les souffrants ou de les abandonner à leur sort? Pour comprendre le séisme qui secoue actuellement la France, il faut regarder de près le tableau d'affichage de l'hémicycle juste après le vote. Le texte a été adopté à 291 voix pour, 241 contre et 29 abstentions. Ce n'est pas un consensus national, c'est un pays littéralement coupé en deux. Ce vote est l'aboutissement d'un véritable marathon législatif. Comme l'a rappelé l'ancien Premier ministre et secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal, il aura fallu 4 ans de débats acharnés, 8 lectures devant les chambres, et pas moins de 9 votes pour que le Parlement adopte définitivement ce texte. Pour Attal, cette loi n'a jamais cessé d'être au cœur des causes que nous portons. Mais ce dénouement, loin d'apporter la paix ou le soulagement, ouvre un nouveau chapitre de tension extrême. Preuve en est, le Premier ministre lui-même, Sébastien Lecornu, s'est associé au président du Sénat, Gérard Larcher, pour annoncer dans les colonnes du Figaro qu'ils allaient saisir le Conseil constitutionnel afin de contrôler la constitutionnalité de ce texte. C'est un geste d'une gravité exceptionnelle qui montre bien que la bataille est loin d'être terminée. D'un côté, il y a bien sûr la célébration solennelle du pouvoir. Juste après le vote, Laurent Pagnifou, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, a pris la parole pour remercier les députés d'avoir respecté les opinions de chacun d'entre nous. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur X, Emmanuel Macron a salué l'adoption du texte en rappelant son engagement de campagne. En 2022, j'avais pris l'engagement d'ouvrir ce chemin avec les Français. Avec gravité, avec humilité, et dans le plein respect de notre démocratie, cet engagement est tenu. Pour le président, le processus suit son cours normal au sein de l'état de droit. Mais cette belle vitrine d'unité et de progrès se fissure dès qu'on écoute les voix dissonantes. Et elles ne viennent pas seulement de l'opposition. Même au sein du camp présidentiel, la pilule ne passe pas. Le député Ensemble Carl Olive a choisi de voter contre le texte. Et son explication de vote est un pavé dans la mare. Aucun Français ne devrait avoir à demander la mort faute de pouvoir être correctement soulagé, accompagné ou entouré. En une phrase, Carl Olive pose le véritable problème systémique. Est-ce que l'on offre une issue digne à des malades incurables, ou est-ce que l'on propose la mort comme une alternative économique et pratique face à un système hospitalier et à des services de soins palliatifs en détresse? Pour lui, la portée humaine, éthique et sociétale de cette question était telle qu'elle aurait mérité un référendum national plutôt qu'un arbitrage parlementaire serré. À droite de l'échiquier politique, la condamnation est encore plus radicale. Bruno Retailleau, candidat LR à la présidentielle, n'a pas mâché ses mots sur le plateau de BFM TV. Pour lui, ce texte est tout simplement une régression. Ce n'est pas une loi de fraternité, c'est plutôt une loi d'abandon. Retailleau s'inquiète des valeurs que nous transmettons aux générations futures. Voulons-nous vraiment bâtir une société qui explique à ses membres les plus vulnérables que leur vie n'a plus de valeur ou d'utilité? C'est là que réside le paradoxe suprême de cette séquence historique. D'un côté, on nous présente cette loi comme l'ultime liberté individuelle, le droit de choisir sa fin. De l'autre, des responsables politiques de tous bords alertent sur le risque d'une dérive où la mort deviendrait la réponse standardisée à la souffrance, faute de moyens pour accompagner dignement la vie jusqu'au bout. Et que dire de cette situation surréaliste où le Premier ministre en exercice, Sébastien Lecornu, décide de contester devant les sages de la rue Montpensier un texte voté par sa propre majorité législative? C'est la preuve flagrante que sur les questions de vie et de mort, la discipline de parti et la logique gouvernementale s'effacent devant des convictions intimes et des doutes constitutionnels profonds. Alors, que doit-on retenir de cette journée historique du 15 juillet 2026? La France a-t-elle franchi un cap humaniste majeur en permettant à chacun de choisir sa fin? Ou a-t-elle ouvert une boîte de Pandore éthique en acceptant de répondre d'abord à la souffrance par la mort? La décision finale est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel, mais le débat moral, lui, ne fait que commencer. Ce sujet touche à ce que nous avons de plus intime et de plus sacré, notre propre finitude et notre rapport à la dignité. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette loi est-elle un progrès ou un abandon historique? Partagez vos réflexions dans les commentaires, elles sont essentielles pour nourrir ce débat. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains décryptages, et de laisser un pouce bleu si cette analyse vous a apporté un éclairage utile.
À très bientôt pour une prochaine vidéo.